Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes interludes, nous étudions des concepts, des compétences et des réflexions qui permettent de satisfaire notre besoin d'apprendre, notre soif de comprendre et notre envie d'élégance et d'excellence. Imaginez un instant que chaque livre, chaque article, chaque texte que vous lisez soit une porte dérobée. Pas une porte qui s'ouvre toute seule, non. Une porte que vous devez pousser, dont vous devez trouver la clé et qui ne révèle son trésor qu'à ceux qui osent poser les bonnes questions. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité méconnue. La lecture n'est pas un acte passif. Elle peut être une conversation silencieuse avec les plus grands esprits, un dialogue où nous choisissons ce que nous retenons, ce que nous rejetons aussi, et ce que nous transformons en force. Pourtant, combien d'entre nous lisons comme on respire, sans y penser, sans exploiter tout son potentiel ? Aujourd'hui, nous allons explorer une méthode qui change tout, l'art de questionner ses lectures. Pas pour le plaisir de douter, mais pour construire un savoir qui nous ressemble, qui nous grandit, qui nous rend plus libres. Parce que l'élégance intellectuelle, c'est aussi cela. Savoir ce qu'on lit, pourquoi on le lit et comment en faire un outil discret mais impactant. Ce n'est pas une technique réservée aux universitaires ou aux esprits rebelles, pas du tout. C'est un outil pour ceux qui refusent en fait de se contenter de surface lisse et qui préfèrent creuser, comprendre et agencer les idées à leur mesure. Alors, allons-y, commençons par le fondement même de cette pratique qui est que le savoir ne se reçoit pas, c'est comme le sens, il se construit. Nous avons tous connu cette frustration, lire un texte, tourner la dernière page et se demander « mais qu'est-ce que j'en retiens en fait, vraiment ?» Comme si les mots glissaient sur nous sans vraiment laisser de traces. La raison est simple, nous avons appris à lire, mais rarement à dialoguer avec ce que nous lisons. Prenons un exemple du quotidien. Vous êtes dans un café, un livre à la main, disons un essai sur l'histoire de l'art. L'auteur affirme que la Renaissance a marqué un tournant dans la représentation du corps humain. D'habitude, nous lirons cette phrase, nous hocherons la tête et nous passons à la suite. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, on s'arrête et on se demande « en quoi cette affirmation change-t-elle ma compréhension de la beauté ?» Est-ce que je vois cette période de la même manière que l'auteur ? Et si je comparais avec ce que j'ai lu sur l'art byzantin, par exemple, est-ce que cette thèse tiendrait toujours ? Soudain, la lecture devient active. Le texte n'est plus un monologue, elle est une invitation. Cette approche n'est pas du tout nouvelle. Elle puise dans les traditions anciennes, comme la pensée socratique. Mais elle prend une résonance particulière pour nous qui sentons que le monde regorge de couches invisibles, parce que c'est le cas. Le doute n'est pas un ennemi, c'est le ciment de notre autonomie. Il nous permet de distinguer ce qui est universel de ce qui est subjectif, ce qui est démontré de ce qui est supposé. Et voici donc le paradoxe. Plus nous doutons, plus nous devenons certains. Bah oui, non pas de détenir la vérité, pas certain de détenir la vérité, mais d'avoir notre vérité, forgée par l'examen et la réflexion. Comme un jardinier qui teste la terre avant de planter. Nous évaluons chaque idée avant de lui faire une place dans notre esprit. C'est tellement plus sain, je trouve. Imaginez que vous lisez un article sur les bienfaits de la méditation, par exemple. Au lieu de prendre les conclusions pour argent comptant, demandez-vous quelles études sont citées, qui les a financées. Est-ce que mon expérience perso confirme ou infirme ces résultats ? Vous ne rejetez pas l'information. Vous l'intégrez avec discernement. Notre force, c'est de ne pas avaler des idées toutes cuites, encore une fois. Mais attention, ce doute n'est pas un rejet systématique, pas du tout. C'est une exigence, c'est une curiosité exigeante. C'est une façon de dire « je veux comprendre », pas juste croire les yeux fermés. Et c'est précisément cette exigence qui développe en nous des qualités rares. L'autonomie, l'esprit critique, cette élégance d'esprit qui fait toute la différence. Questionner ses lectures, c'est comme s'entraîner en salle, mais pour l'esprit. À force de répéter le mouvement, nous développons des muscles invisibles mais précieux. Des muscles comme, donc, l'autonomie, le discernement et la responsabilité. L'autonomie, parce que plus besoin d'attendre qu'on nous dise quoi penser. Nous devenons nos propres mentors.
Le discernement parce que nous repérons les arguments faibles, les généralisations, les biais, et y compris les nôtres, en fait. Et la responsabilité, c'est-à-dire que nous assumons nos opinions parce que nous savons pourquoi nous les avons. Alléluia. Prenons un cas pratique. Vous tombez sur un post LinkedIn affirmant que les INFJ sont des personnalités les plus adaptées au leadership. Au lieu de partager aveuglément, interrogez-vous. Quelles sont les sources ? Cette affirmation s'applique-t-elle à tous les contextes ? Est-ce que je me reconnais dans cette description, si je suis INFJ ? Ou est-ce que c'est un stéréotype relativement séduisant ? En quelques questions, vous passez du statut de consommateur passif à celui d'analyste. L'effet systémique, il est puissant. Cette habitude se répercute dans nos conversations, nos choix, même notre façon de consommer l'actualité, évidemment. Nous devenons moins perméables aux manipulations, plus aptes à nuancer et surtout plus à l'aise avec la complexité. Mais ce n'est pas une arme de résistance, pas du tout. C'est un outil d'excellence plutôt. Nous ne questionnons pas pour contredire, mais pour affiner. Comme un joaillier qui polit une pierre précieuse. En fait, nous travaillons nos idées jusqu'à ce qu'elles brillent par leur justesse. C'est aussi un peu comme un cuisinier. Au début, nous suivons les recettes à la lettre. Et puis, avec l'expérience, nous ajustons les épices, nous remplaçons un ingrédient, nous créons notre propre version de la recette. La lecture critique, c'est la même chose. Nous commençons par suivre le texte, puis nous l'adaptons à notre goût. Et le plus beau, c'est que cette méthode, elle s'applique à tout. Un roman, un rapport professionnel, un message sur les réseaux sociaux, tout. Chaque texte devient une occasion de grandir. Mais comment faire pour que cette pratique ne devienne pas une source de paralysie ? Comment l'adapter à notre rythme, sans tomber dans l'excès ? Parce que nous le savons très bien, n'est-ce pas ? Trop de questions peuvent étouffer la joie de lire, bien entendu. L'écueil, c'est de transformer la lecture en interrogation sans fin. Et de toujours se dire, et si jamais je ratais quelque chose, et si je comprends pas tout ? Tout ça, pour nous qui aimons approfondir, on risque de nous perdre dans les détails, en fait, tout simplement. Nos esprits sont comme ça. La clé ici, c'est encore une fois de trouver son équilibre. Parfois, nous lirons pour le plaisir, sans analyser. D'autres fois, nous choisirons un texte précis pour l'étudier sous toutes ses coutures. C'est comme ça, c'est satisfaisant. L'important, c'est de savoir pourquoi nous lisons à un moment donné. C'est pas seulement de se dire « Tiens, je vais questionner mes lectures tout le temps ». Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est encore une fois remonter encore d'un niveau et de se dire « Alors, pourquoi je lis aujourd'hui ? C'est quoi l'objectif ? Pourquoi ?» Par exemple, une lecture plaisir. Les essais de Montaigne, je vous assure que c'est une lecture plaisir. On se laisse porter par ces descriptions de la condition humaine et on note au passage des choses qui nous intriguent pour y revenir plus tard. Une lecture étude, ça peut être un essai par exemple sur la psychologie cognitive. Ça, c'est passionnant, moi j'adore ça. Là, on sort notre carnet, on souligne, on annote, on compare avec d'autres auteurs. Là, ok. Notre atout, en fait, évidemment, comme d'habitude, c'est notre adaptabilité. On sait quand creuser, on sait quand laisser filer. Comme un musicien qui alterne entre l'improvisation et le solfège. Nous jouons avec les niveaux de lecture. Parfois, on va avoir l'impression de louper des choses. Oui, peut-être. Et alors, quoi ? On loupe plein de choses tout le temps, de toute façon. On en attrape plein d'autres au passage. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Ne sacrifions pas notre plaisir de lire parce qu'on a peur de louper je ne sais quoi. On n'en sait rien en plus, donc franchement on s'en fiche quoi. Si l'objectif de la lecture est de se laisser bercer, eh bien laissons-nous bercer, c'est essentiel. Et un petit conseil pour débuter, choisissez un seul type de texte, un article de presse par exemple, et appliquez-y systématiquement 3 questions. Premièrement, quel est l'objectif de l'auteur ? Deuxièmement, quels sont les points qui me parlent ou qui me résistent ? Tiens d'ailleurs. Et troisièmement, en quoi cela change ou confirme ce que je sais déjà. Ça déjà, c'est un excellent point de départ. Maintenant, passons à une pratique plus poussée, un peu moins débutante. Quelles questions poser et comment les intégrer naturellement ? Voilà la boîte à outils. Pas une checklist rigide, mais des portes d'entrée, des repères, des pistes pour engager la conversation avec le livre, avec l'auteur.
Voici les questions que nous pouvons nous poser avant, pendant et après la lecture. Elles sont inspirées des lecteurs les plus avertis, mais adaptées à notre quotidien en même temps. Avant de lire, vous pouvez vous poser les questions comme pourquoi est-ce que je choisis ce texte aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'en attends ? Par exemple, vous lisez un livre sur la productivité parce que vous sentez que vous perdez du temps au travail. Votre objectif est clair, trouvez des pistes concrètes. Pendant la lecture, posez-vous ces questions. Par exemple, puis-je résumer ce paragraphe avec mes mots ? Sinon, où est-ce que ça coince ? Par exemple, vous butez sur un concept de philosophie. Au lieu de sauter, reformulez ou cherchez une définition. Une autre question, est-ce que les faits présentés sont crédibles ? Comment vérifier ? Par exemple, un article cite une statistique surprenante. Vous notez de vérifier la source plus tard. Une autre question pendant la lecture, c'est quelles questions ce texte me pose-t-il ? Est-ce que j'ai besoin d'y répondre tout de suite ? Par exemple, l'auteur mentionne une théorie qui contredit vos croyances. Vous décidez d'approfondir ou de laisser mûrir, ça marche aussi. Mes émissions, si vous les écoutez, questionnez les émissions. Quand je parle de concept, quand je parle d'auteur précis, quand je parle de psychologue, allez rechercher, allez voir, questionnez. Qu'est-ce que cette émission me pose comme question ? Qu'est-ce que ça révèle ? Est-ce que je peux résumer ce qu'elle dit avec mes mots ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est crédible ? Comment est-ce que je peux le vérifier ? Posez-vous ces questions, c'est important. Et après la lecture, ou après l'écoute de podcast, vous pouvez vous poser les questions. Quelles sont les 3 idées qui me marquent le plus dans ce que je viens de lire ou écouter ? Pourquoi celle-là d'ailleurs ? Une autre question, en quoi cet épisode est-il pertinent pour ma vie maintenant ? Par exemple, vous lisez un livre sur la communication non violente, vous vous demandez comment appliquer un principe dans une discussion tendue avec un collaborateur. Faites l'exemple dans votre tête, jouez la scène dans votre tête. Et donc la petite astuce évidemment, c'est de garder un carnet à portée de main ou une note sur votre téléphone, c'est pareil, pour noter vos réponses. Avec le temps, vous verrez émerger des patterns, en fait, des schémas, des centres d'intérêt, des points aveugles, des angles morts, des progrès. Mais il reste une question cruciale. Comment éviter que cette pratique ne devienne une source de stress ? Comment donc trouver le juste milieu entre rigueur et légèreté ? Parce que c'est bien de se le dire, mais quand on commence à le pratiquer, on peut vite tomber dans quelque chose. Nous le savons, l'excellence ne se construit pas dans l'excès, mais dans la régularité. Notre risque, à nous qui aimons approfondir, c'est de vouloir tout maîtriser tout de suite. Résultat, on abandonne, on est découragé. La solution, c'est des objectifs clairs et réalistes. Fixer des limites, en fait. Questionner, un texte par semaine, pas plus. Accepter l'imperfection aussi. Sachez que vous ne comprendrez pas tout, que c'est normal. Et célébrer les petites victoires. Ça, c'est des conseils classiques, mais ça marche. Donc, comme un équilibriste, nous avançons sur le fil entre 2 écueils. La naïveté, donc tout avaler sans réfléchir, et le cynisme, tout rejeter par principe. Notre élégance est dans ce mouvement même, dans cet équilibre, sur ce fil d'or. Surtout, rappelez-vous, cette méthode n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de vivre plus consciemment, de devenir la personne qui ne se contente pas des apparences, sans pour autant se couper du monde. Nous voici au terme de cette exploration. Mais en réalité, c'est un commencement, n'est-ce pas ? Parce que chaque livre que vous ouvrirez désormais pourra être une aventure, chaque article une énigme à résoudre ou chaque texte une conversation à engager. Voici ce que je vous propose. Cette semaine, choisissez un seul texte, un article, un chapitre, un post et appliquez-y ne serait-ce que 2 ou 3 questions que nous avons vues aujourd'hui. Observez ce qui change et peut-être découvrirez-vous des idées que vous aviez toujours eues en fait, sans avoir à les formuler, sans savoir les formuler même. Peut-être sentirez-vous cette satisfaction rare de « je suis plus un spectateur, je suis un acteur maintenant ». La lecture critique n'est pas une technique froide, c'est une forme d'élégance intellectuelle, clairement. C'est une manière de dire au monde « je suis là, je réfléchis, je choisis ce qui me construit ». Alors, à vous d'essayer. Prenez un livre, ouvrez-le, commencez le dialogue. J'espère sincèrement que cette interlude vous a plu et j'adorerais vous lire en commentaire. Je vous retrouve très vite. À bientôt.